au fil du Gers. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Brunel de Gers Développement. Vous écoutez Au fil du Gers, le podcast qui interviewe des personnalités du Gers au parcours inspirant. Chaque épisode du podcast est l'occasion de partir à la rencontre de ces femmes et de ces hommes gersois d'origine ou de cœur qui sont chefs étoilés, agriculteurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs, vignerons, artistes ou encore sportifs. Ils ont accepté, le temps d'une interview, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. On parle de leurs réussites et de leurs échecs dans leur vie professionnelle ou personnelle, mais aussi de leur attachement pour notre département. Vivre dans le Gers, c'est apprécier la qualité de vie, le dynamisme économique, la gastronomie, le patrimoine culturel et historique, les paysages naturels, la gentillesse des habitants, l'agriculture, les produits frais locaux et bio, les loisirs, bref, on est heureux dans le Gers. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai l'honneur de recevoir à notre micro Rémi Roux, l'un des fondateurs d'Éthicable. Éthicable, c'est quoi ? C'est l'une des références en France du commerce équitable. Éthicable, c'est une entreprise coopérative, citoyenne et solidaire basée à Fleurance dans le Gers. Créée en 2003, Éthicable est spécialisée dans la distribution de produits gourmands et équitables issus exclusivement de l'agriculture paysanne bio. Peut-être avez-vous déjà testé leur délicieux chocolat grand cru, leur belle variété de thé ou café, ou encore leur bon jus de fruits ? Saviez-vous que les projets d'Éthicable ont aujourd'hui un impact direct pour près de 50 000 producteurs dans 27 pays ? Éthicable est une vraie success story. Mais alors, comment a démarré l'aventure de cette belle entreprise ? Quels sont ses engagements auprès des paysans français et auprès des paysans du monde ? Quelles sont les ambitions de ses fondateurs avec l'ouverture de la plus grande chocolaterie d'Europe bio et équitable ? Rémi Roux, notre invité, nous raconte les grandes étapes de développement de l'entreprise, du choix de son statut de SCOP, prônant l'économie sociale et solidaire, jusqu'aux engagements de cette entreprise florentine pour la préservation de la planète. Il nous présente également les actions qu'il met en œuvre à titre personnel pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle sur notre territoire. Il nous partage également ses passions et sa vision du futur. Je vous promets un épisode passionnant avec l'interview d'un homme engagé qui a des convictions et des combats très intéressants. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Rémi Roux. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors je suis ravie d'être ici en ta compagnie dans les locaux d'Éthicable à Fleurance dans le Gers. Alors Rémi, je t'ai rencontré il y a quelques mois et tu fais partie de ces personnes qui mettent à l'aise très vite et qui en 1 heure de discussion t'apprennent des choses passionnantes. Alors je suis vraiment contente que tu aies accepté notre invitation et que tu puisses partager ton expérience et l'histoire d'Éthicable aux auditeurs. Alors Rémi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter et nous dire d'où tu viens ? Alors, bonjour, moi je m'appelle Rémi Roux, je suis né à Toulon il y a 56 ans, et voilà, d'une famille de 9 enfants. Et après, j'ai évolué dans divers métiers, mais je crois qu'on va en... Oui, tout à fait. Alors Rémi, en préparant l'interview, j'ai lu que tu as fait une école de commerce et que tu as obtenu un diplôme de l'École supérieure de gestion de Paris. Tu as débuté ta carrière dans la communication au sein d'une maison de disques avant de travailler dans le secteur agroalimentaire où tu as passé une 15aine d'années dans des fonctions marketing et commerciales. Alors explique-nous, comment t'es-tu retrouvé dans le Gers ? Eh bien, c'est la vie. En fait, on ne sait pas du tout. Moi, j'avais jamais imaginé, en faisant cette école de commerce, qu'un jour je créerais une entreprise. Par contre, à l'école, on avait créé une association avec mon ami Stéphane, qui était lui le trésorier et moi le président de cette association. Et on s'est retrouvés 15 ans après pour créer Éthicable, qui est une entreprise, mais comme une association, c'est une entreprise de l'économie sociale, donc qui n'est pas juste faite pour faire du profit. Et voilà, ce sont un peu les mêmes valeurs. Entre-temps, moi j'ai appris en fait les différents métiers dont on avait besoin pour Éthicable, toute la communication effectivement, en travaillant dans une maison de disques, et après je suis passé dans l'agroalimentaire pour apprendre à fabriquer des produits. J'étais chef de produit sucette chez Pierrot Gourmand, c'est rigolo, ça fait bien sur un CV. Et après je suis passé dans la maison mère au commercial chez Andros Bonne Maman, donc voilà. Et après je suis passé en 97 dans les produits bio, où j'ai appris aussi à manager une équipe de vente, à négocier avec les centrales d'achat, voilà, jusqu'à ce que j'arrive dans le Gers en 2000.
Et en 2000, parce que l'entreprise où je travaillais avait racheté Maison de Florence, qui était une petite marque bio à Florence. Et moi, je suis venu prendre la direction du site, voilà, que j'ai tenu de 2000 jusqu'à 2002. Super intéressant. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais revenir sur les débuts d'Etikable en fait? Comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée de créer cette scope? Je travaillais en fait dans des boîtes d'agroalimentaire, sur des postes de marketing, de commercial. Chez Léa Nature, donc, qui était basée à La Rochelle, j'avais rejoint la boîte, il y avait une cinquantaine de personnes, puis ça a vite grandi, et puis moi j'étais plus tellement... j'avais envie d'autre chose. Et puis je me suis retrouvé en 2002 à Florence, dans le Gers, en ayant envie de changer, et en me disant tout d'un coup, mais finalement, au lieu d'aller travailler pour d'autres gens, est-ce que je pourrais pas trouver un truc, mais un truc qui a du sens? C'était une idée que je poursuivais depuis longtemps, c'est d'essayer d'avoir une activité qui a du sens. Alors je pensais que j'aurais fait des choses le week-end, créer une association, participer à une ONG, et puis en fait on n'a jamais le temps, on s'occupe des enfants, de restaurer la maison. Et là j'avais découvert des produits du commerce équitable dans les magasins bio, dont je m'occupais, et ça m'a parlé, comme on dit. Je me suis dit, bah, tiens, mais ça c'est bien, quoi. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est bien. Et du coup, quand j'ai décidé de quitter les Nature, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de créer une activité dans ce commerce équitable? Mais j'y connaissais pas grand-chose. Donc j'ai rappelé Stéphane, qui était donc mon ami d'école, qui était lui plus un financier, et puis qui m'a dit, mais rappelle-toi, à l'époque, il était parti volontaire du progrès dans une ONG au Mali, juste après l'école, et il était avec Christophe, un ingénieur agronome, et Christophe, c'était en fait le spécialiste français du café équitable. Et on s'est retrouvés tous les trois, et on a commencé à réfléchir en se disant comment créer une boîte qui soit sur ce commerce équitable. Voilà. Super, bah écoute, c'est incroyable cette histoire. Et donc, les trois fondateurs sont bien complémentaires, hein, comme tu le disais. Vous êtes bien organisés. Comment vous gérez Ouais, je crois que ça, c'est une des clés de la réussite d'Etikable. Pourquoi est-ce qu'aussi on est allé si vite? C'est qu'on est chacun réel, avec une quinzaine d'années d'expérience chacun dans notre domaine. Donc moi en marketing commercial, Stéphane en finance et Christophe, c'est sur le terrain, sur les produits, les filières, des vraies filières équitables. C'est vrai que s'il avait manqué un des trois, on n'aurait pas fait, je pense, aussi bien. Et puis on a commencé à travailler sur ce projet, comme ça, quoi, en se disant, bah, tiens, on va faire une entreprise. Et c'est vraiment par hasard qu'on a appris qu'il existait les scopes. Alors on en parlera après justement du statut de l'entreprise. Là j'ai envie que tu nous parles d'une anecdote, celle du voyage en Amérique latine avec Michel-Édouard Leclerc. C'était au tout début d'Etikable. Alors il me semble que ce sont tes collègues justement Stéphane Comard et Christophe Eberhardt qui se sont retrouvés en voyage avec le patron des centres Leclerc. Peux-tu nous raconter cette histoire? Donc au tout début on tapait à la porte de chacune des centrales de grande distribution, et pour essayer d'avoir des rendez-vous, j'avais du mal, etc. Et puis tout d'un coup un jour, l'acheteur national de Leclerc m'appelle en me disant est-ce que vous voulez un référencement national? Donc moi j'ai cru que c'était une blague. Je sais que c'était un de mes potes qui me faisait une blague. Je dis bon, arrête tes conneries, c'est qui? Et puis il a répété 3 fois son nom en me disant si c'est moi, je suis le vrai. Et donc du coup j'ai découvert que Michel-Édouard Leclerc avait décidé que son enseigne serait leader sur le commerce équitable. Donc c'était au tout début en 2003. Et du coup, ils nous ont reçus, on a trouvé un accord pour qu'ils travaillent nos produits sans les vendre trop cher. Ce qui était nous, c'est ce qu'on demandait aux magasins, de limiter leur marge comme nous le faisions, de façon à ce que les produits soient accessibles. Donc, et puis 2-3 mois après, on avait signé le contrat avec Leclerc, et puis la centrale nous a appelé en disant Michel-Édouard voudrait se rendre compte de ce que c'est vraiment que le commerce équitable. Et il voudrait vous accompagner en Amérique latine. Voilà. Donc ça, c'était au mois d'avril 2004. On venait juste de créer la boîte 6 mois avant. Et en fait, alors on n'y est pas allés tous les trois parce qu'il fallait quand même qu'il y en ait un qui reste bosser. Hein. Bon, c'est tombé sur moi comme d'habitude. Et en fait, il est allé passer une semaine auprès de différentes coopératives d'Amérique latine pour essayer de comprendre comment fonctionnait le commerce équitable. Effectivement, il a participé à des assemblées générales où justement les producteurs décidaient de ce qu'ils faisaient, la prime de développement. Ils voulaient acheter des chaises pour la salle de réunion, des choses comme ça. Ça paraissait tellement loin au-dessus de la tête d'un homme de business comme Michel-Édouard Leclerc, mais ça lui a permis de se rendre compte. En tout cas, un très beau tremplin du coup grâce au centre Leclerc du coup. Ça a été notre premier référencement national et ça nous a permis après de démarrer vraiment d'un coup au niveau national. C'est-à-dire que les autres centrales, voyant ça, ont décidé aussi de jouer le jeu. Et dans notre centrale, où j'avais depuis 2 ans, je tournais en ayant des rendez-vous, etc., d'un coup, tout s'est débloqué. Ouais, c'est vrai. Alors, à vos débuts, vous avez lancé un café, Cité, du sucre, des jus de fruits. Aujourd'hui, de quoi se compose la gamme d'Etikable? Ça représente combien de produits? Effectivement, au début, il y avait une douzaine de produits en 2003. Et aujourd'hui, on est 18 ans après, on a à peu près 200 produits. À peu près 160 sous la marque Etikable.
Impressionnant. Voilà. Alors vous avez aussi lancé une gamme Paysan d'ici, justement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette marque ? Ça a été depuis le début. Les gens ont apprécié la démarche qu'on avait, qui était une démarche entière en commerce équitable, de vraiment faire, puisque c'est l'appui au développement, hein, le commerce équitable. Et en même temps, les consommateurs nous disaient, c'est bien ce que vous faites avec les paysans du Sud, mais pourquoi vous ne faites pas ça aussi avec nos producteurs français ? Et puis on disait, mais la définition du commerce équitable, de toute façon, c'est fait pour les producteurs des pays du Sud, donc on ne pouvait rien faire pour les producteurs français. Puis on nous le redemandait. Et puis nos salariés aussi, puisque vous savez, on fait tous les ans nos ateliers d'été fin août, où on se retrouve et on réfléchit ensemble à la stratégie de la SCOP, à des choses spécifiques, des développements qu'on veut faire. Et là, les salariés ont dit, on aimerait bien aussi faire du commerce équitable pour les producteurs français. Donc on s'est dit, on va, comme on dit en RSE, il faut écouter ses parties prenantes. Donc on va quand même écouter tout le monde et on va s'y pencher. Et c'est comme ça qu'on s'est penché, qu'on a travaillé pendant 2 ans sur un cahier des charges de commerce équitable qui pourrait être adapté pour les paysans français, avec des petites exploitations à l'ancienne, etc. On a travaillé avec d'autres entreprises, avec des organisations de producteurs, avec des associations de consommateurs, et on a sorti ainsi la gamme Paysan d'ici à partir dès 2011. Notre grande fierté, c'est que le ministre de l'économie sociale et solidaire en 2014, c'était Benoît Hamon, et il a découvert cette démarche et ça lui a parlé aussi. Et quand il a promulgué sa loi économie sociale et solidaire en 2015, dedans il a rajouté un chapitre en disant on peut faire aussi du commerce équitable avec les paysans français et en s'inspirant de la démarche qu'on avait faite. Et c'est comme ça qu'on est très fiers d'être un peu à l'initiative de la possibilité aujourd'hui de faire du commerce équitable aussi pour les producteurs français. C'est en train d'être mis en place, il y a des labels qui sont mis en place maintenant, des grandes entreprises aujourd'hui sortent des produits commerce équitable français. Bon ben voilà, c'est un peu grâce à une petite boîte au fin fond du Gers, donc on en est très fiers. Et alors, par rapport à ces deux marques, donc Éthicable et Paysan d'ici, est-ce que les deux se vendent dans les magasins spécialisés bio ou en grande surface ? Alors, il n'y a jamais en fait les mêmes marques entre les réseaux de magasins spécialisés ou la grande distribution. Donc nous au départ on a fait le choix quand on a créé Éthicable, soit on la mettait en grande distribution, soit on allait en magasin bio. Moi en magasin bio j'avais déjà vu des produits, il existait déjà des produits du commerce équitable puisque c'est là où j'avais découvert les produits Solidar Monde, Artisans du Monde, il y avait aussi des cafés Lobodis à l'époque. Et donc en fait si on était allé en magasin bio, on n'aurait pas apporté des nouveaux consommateurs dans ces magasins, on aurait concurrencé quelque part nos frères de combat que sont Artisans du Monde puisqu'on a la même philosophie, on veut développer le commerce équitable. Et à l'époque, par contre, en grande distribution, il y avait 2-3 torréfacteurs qui sortaient un café équitable, mais il n'y avait pas de marque dédiée à ça. Donc on a fait le choix volontairement d'aller en grande distribution. C'est pour ça qu'Éthicable, vous le trouvez dans vos supermarchés, mais pas en magasin spécialisé. Et Paysan d'ici ? Pareil, c'est en supermarché aussi. Et après, dans un second temps, il y a une entreprise des réseaux spécialisés qui s'appelait Café Michel, qui existait depuis 30 ans, qu'on a aidé à se transformer en SCOP en 2007. Et avec eux, on a développé une gamme qu'eux diffusent en magasins spécialisés qui s'appelle Terra Etica et qui est une démarche similaire de produits commerce équitable. Génial. Alors, est-ce que tu pourrais définir avec tes propres mots ce qu'est pour toi le commerce équitable ? C'est une bonne question. La définition, c'est un système d'échange international au départ, maintenant aussi français. Ce système d'échange est basé sur des relations plus justes, plus transparentes et plus directes avec des petits producteurs défavorisés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet de développement. Le but, c'est de l'appui au développement. C'est pas Les gens souvent confondent avec la charité, avec Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est caché en Suisse, qui récolte de l'argent, qui en redistribue 5%, qui garde le reste. C'est simplement comment ça fonctionne. On travaille sur des matières premières qui sont échangées au niveau international, mais au lieu de passer par les intermédiaires habituels de ces échanges, les spéculateurs, ceux qui achètent du café, qui le revendent de leur appartement à New York, alors que le café, il ne transite pas par chez eux, c'est clair. Il ne passerait pas dans l'ascenseur, le container. Et en fait, on saute ces intermédiaires financiers. Nous payons directement à la structure qui appartient aux producteurs, à la coopérative de producteurs ou à l'association des producteurs. Nous achetons directement les containers de café et de cacao à un prix plus juste, de toute façon toujours au-dessus des cours mondiaux. Et en plus de ça, il y a une prime de développement. Voilà. En gros, c'est ça, en résumé, ce qu'est le commerce équitable. Alors justement, j'ai lu qu'au Ghana et en Côte d'Ivoire, donc ce sont les premiers pays exportateurs de cacao, la majorité des producteurs et leurs familles vivent aujourd'hui avec moins d'1,90$ par jour, donc c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. Quelle est la différence de prix entre un produit issu du commerce équitable, donc prônant une rémunération plus juste pour le producteur, et un produit issu du commerce traditionnel ?
Eh bien oui, là c'est une grande différence, hein. Je vais vous donner l'exemple en ce moment sur le cacao, par exemple, justement, puisque vous parlez du Ghana. Le cours mondial du cacao aujourd'hui est autour de 2500 $. 2500 $, c'est un peu radé pâquerette, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si le cours mondial s'échange à 2500 $, c'est que les producteurs, eux, n'ont pas vendu ce prix-là. Ils ont vendu moins cher avant à quelqu'un, un grossiste régional qui est venu leur acheter sur leur parcelle, leur production, etc. Nous achetons tous nos cacaos entre 4002 et 4004. C'est pratiquement le double. Et ça, nous le payons. Ça, c'est le prix minimum avec le label, le producteur paysan avec lequel nous travaillons en commerce équitable. C'est-à-dire que si jamais le cours mondial monté à 4200 $, par exemple, nous, à ce moment-là, nous, on l'achèterait à 5002. Voilà. Il y a toujours en plus des primes de développement, etc. Et ces 4002 ou ces 4004, ils sont payés directement à la coopérative. Et la coopérative, elle appartient aux paysans. Donc après, la coopérative, elle rémunère le cacao, et puis en plus, avec le bénéfice, elle redistribue entre les différents producteurs les bénéfices, ou elle investit dans des projets de développement, comme c'était le cas, par exemple, au Pérou, ou dernièrement, la grosse coopérative avec qui on travaille a pu investir dans une usine de torréfaction de fèves de cacao. Du coup, ils font la première partie de la transformation de la fève de cacao et ils nous vendent de la pâte de cacao. Donc c'est un produit semi-fini et c'est avec cette pâte de cacao qu'on fabrique le chocolat maintenant en France. Super intéressant. Donc en plus d'être l'un des pionniers du commerce équitable, votre statut d'entreprise depuis 2003 pourrait aussi être un modèle pour des entrepreneurs qui souhaitent développer un projet autour de l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une SCOP ? C'est le statut d'éthicable. Et ce que ça implique aussi au niveau de la gestion de la société ? Alors une SCOP, c'est une société coopérative. En fait, c'est une entreprise normale. Elle est encore plus normale que les autres entreprises parce qu'elle appartient à ses salariés. Je dis ça, je fais un petit clin d'œil, mais c'est par rapport à des entreprises. Il y a des entreprises aujourd'hui, bon, je ne parle pas des entreprises familiales ou des choses comme ça, mais il y a des entreprises qui appartiennent que à des actionnaires, qui n'y travaillent même pas, et qui se servent de l'entreprise comme une pompe à fric, en fait, pour s'enrichir personnellement. C'est le but, c'est leur but. Et ça, du coup, c'est là où on s'éloigne du but premier de l'entreprise, où chaque entreprise a sa mission. Nous, c'est du commerce équitable. Après, il y a les SCOP, il y en a 3500 quand même en France. Chèque déjeuner, c'est l'entreprise qui a inventé les titres restaurants dans les années 70, c'est une SCOP par exemple. Ici dans le Gers, on a par exemple la Cantoche, qui est le restaurant qui est à Circal à côté d'Auch, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est une SCOP d'intérêt collectif, qui fait aussi de l'insertion. Il y a un autre restaurant d'insertion qui est basé à Cologne, qui s'appelle le Comptoir des Colibris. Il y a pas mal de boîtes comme ça, et puis il y a des boîtes dans tous les métiers, dans l'industrie agroalimentaire. À Auch aussi, on a Fumaison Occitane, qui est une entreprise qui fait du super bon saumon, qui a été reprise en SCOP par ses salariés. Pareil, à Riguepeu, l'abattoir de Riguecop, ça a été repris en SCOP en SIC par les salariés pour sauver justement cette filière foie gras. Donc ça existe dans tous les métiers, mais on ne connaît pas tellement en fait les SCOP. Pourtant, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Et la première SCOP, elle est née en région Occitanie, dans le Tarn, en 1895. C'était les verreries ouvrières d'Albi. C'était à l'époque les ouvriers de la verrerie d'Albi qui avaient fait grève, qui avaient manifesté contre l'exploitation qui était faite d'eux. Et du coup, les patrons à l'époque ont viré tout le monde. Voilà, c'était plus simple, on n'allait pas discuter. Et les ouvriers se sont retrouvés entre eux et ont remonté eux-mêmes, ont recréé une verrerie à côté dans la ville de Carbeau. Et ils ont été aidés dans ce projet par le député du Tarn à l'époque, c'était Jean Jaurès. Voilà. Donc ça c'est l'histoire un peu la grande histoire des SCOP. Et depuis 100 ans, ça s'est un petit peu développé. Ça s'est pas énormément développé. Pourquoi ? Parce que une SCOP, c'est une entreprise qu'on ne peut pas revendre. C'est une entreprise qui appartient à ses salariés. Donc, chaque salarié va cotiser. Il va payer 3% de son salaire pour acheter les parts sociales. Mais ces parts sociales, elles ne sont pas spéculées. Ils vont repartir, nous, chez Neticable. La part sociale, elle valait 20 € en 2003. Elle vaut toujours 20 €. Et quand on repart, on reprend l'argent qu'on y a cotisé. Et puis c'est tout. Donc, du coup, il n'y a pas de valorisation financière de l'entreprise. Et ce n'est pas le modèle actuel, puisque le modèle actuel, malheureusement, il est basé beaucoup trop sur le profit, sur le bénéfice qu'on va faire. Donc quand quelqu'un crée une boîte, son idée c'est soit de pouvoir la revendre un jour, soit la transmettre à ses enfants. Voilà, cette histoire de profit. Et donc c'était ça qu'il fallait faire comme choix. Et nous, avec du commerce équitable, ça allait tellement mieux quand même de créer ce type d'essayer d'utiliser ce type d'entreprise. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et alors comment on devient sociétaire alors d'Ethicable ? Alors ça, on l'écrit dans les statuts. Nous chez Ethicable, on a souhaité que tous les salariés deviennent un jour sociétaires. Donc c'est au bout de 2 ans d'ancienneté. Ils doivent faire une lettre de candidature.
lettre de candidature que moi ensuite je vais lire en assemblée générale et on vote. Et voilà, des fois il y a des lettres très rigolotes. La dernière assemblée générale, il y avait une commerciale qui m'a fait chanter une chanson devant tout le monde, c'est ce qu'elle avait mis dans sa lettre, etc. Bon voilà. Et après on vote, donc tous les salariés au bout de 2 ans en général sont admis au sociétariat. Et après, quand ils deviennent sociétaires, ils cotisent 3% de leur salaire pour acheter les parts sociales. Mais surtout, on vote les grandes décisions de la SCOP en assemblée générale. C'est voté de manière démocratique. C'est comme aux élections, hein. C'est-à-dire une personne a une voix. Et ainsi, moi, j'ai une voix, autant que Véronique, vous avez rencontré à l'entrée, où chacun des salariés de la SCOP. Et les grandes décisions, c'est, par exemple, la nomination du gérant. Moi, j'ai été élu par les salariés de la SCOP. Quand on a décidé de construire cette chocolaterie, c'est un gros investissement. Ce sont plusieurs votes qu'on a pris au fur et à mesure des années, en disant on avance sur le projet, on en est là, est-ce que vous êtes d'accord, on continue à avancer, etc. Mon salaire aussi est voté en assemblée générale. Vous voyez, donc dans une SCOP en général, vous avez rarement un patron qui va se faire des salaires de 50 fois le salaire le plus bas, ou alors il faut qu'il soit très très convaincant vis-à-vis de tout le monde. Non, j'aime vraiment cette idée de l'entreprise des salariés. Donc la SCOP a réalisé 61 millions d'euros en 2020 grâce notamment à l'aide de chaque employé. Aujourd'hui, Etikable, c'est combien d'employés ? Alors, vous avez juste un peu de retard, 61 millions d'euros, c'était en 2019. On a fait 77 millions d'euros en 2020. On a fait une croissance de 21%. Et on est aujourd'hui 160. On est 160 employés dans la SCOP, donc ça commence à faire... 160 dans le Gers ? Non, en tout. Une centaine dans le Gers. Et en fait, en 2 ans, il y a 2 ans et demi, on arrivait au 100e salarié. Et là, on est passé en 2 ans, on a beaucoup grossi avec les grosses croissances du marché de la bio et puis notre croissance à nous, Etikable, ces dernières années. Impressionnant. Et donc, quelles sont les valeurs fondamentales d'Etikable qui rassemblent aujourd'hui tous les collaborateurs ? Eh bien, au départ, c'est évidemment le commerce équitable. Et c'est pour ça que les gens viennent travailler. Ils veulent. Il y a une volonté, donc c'est moins d'injustice, quoi. C'est ça, le commerce équitable. On en a marre qu'il y ait toujours les plus pauvres qui soient exploités par les plus riches. C'est valable dans l'agriculture, c'est valable malheureusement dans plein d'autres domaines sur notre planète. Et c'est quand même pas mal de venir travailler dans un truc qui permet de proposer une autre alternative que simplement que les riches soient plus riches et les pauvres soient plus pauvres. Donc ça, c'est la première valeur d'entrée. C'est le souci d'équité, c'est la solidarité internationale. Et en général, après, quand les gens viennent et ont postulé chez Etikable, ils découvrent ensuite qu'on a une SCOP, ils ne savent pas forcément. Donc on est dans l'économie sociale et solidaire avec les producteurs, et l'économie sociale parce que l'entreprise est un outil de travail qui appartient à ses salariés et non pas une pompe à fric, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et quelle est votre stratégie marketing pour faire connaître Etikable ou bien vos 2 marques Etikable et Paysans d'ici ? Alors ça, c'est compliqué parce que là encore, on est complètement à contre-courant. C'est-à-dire qu'on fait 0 publicité. Depuis 18 ans qu'on s'est créé, on n'a jamais fait d'achat d'espace, pas d'achat de publicité, parce que ça coûte cher. Et en même temps, on s'est dit que ça allait pas avec nous. Et en fait, on utilise nos emballages comme vecteur de communication. Et sur nos produits, tu as dû voir sur la tablette de chocolat, il est marqué ce que je croque, ce que je défends. Et du coup, à chaque fois, on explique dans chacun des produits quel est le projet de développement qu'il y a derrière ce produit. Et en fait, comme on a vendu un peu plus de 25 millions de produits l'année dernière, vous imaginez qu'il y a 25 millions de produits qui sont allés chez les gens, et puis on est sûr pendant qu'ils crunchent le chocolat, les gens ils lisent ce qui est marqué sur l'emballage. Ça fonctionne assez bien. Le fait qu'on soit aussi une SCOP, ça plaît pas mal à des gens, donc on a été pas mal invités dans des émissions, dans des médias, et du coup voilà, plutôt que d'acheter un spot publicitaire pendant la pause, pendant que les gens vont aux toilettes, on essaie de se faire inviter pendant l'émission, au cœur de l'émission, comme vous l'avez fait aujourd'hui avec nous. Oui, c'est une très bonne idée. Alors si on regarde maintenant de plus près ce qu'il se passe ici à Fleurance dans le Gers, donc c'est le siège en fait d'Etikable, quelles sont les fonctions que l'on retrouve ? Comme dans toutes les boîtes, il y a des services financiers, il y a une comptabilité, il y a un service ressources humaines, il y a un service commercial, il y a l'administration des ventes avec 6 assistantes commerciales, 7 même. Et puis, il y a aussi la production. Donc la production, c'était beaucoup du conditionnement de produits qu'on a fait à Fleurance depuis le tout début, un conditionnement des épices, des thés en vrac, du sucre, voilà. Et là, on vient de rajouter la partie production avec la fabrication du chocolat. Et puis on a aussi les préparations des commandes avec toute l'équipe qui prépare les commandes, puisque Etikable est diffusé. Il y a à peu près 10 000 supermarchés aujourd'hui en France qui vendent nos produits. Donc on a les commandes qui arrivent et qu'il faut envoyer. Au magasin va nous commander 3 colis de jus de fruits, 4 colis de café, 10 colis de chocolat, etc. Et on prépare toutes ces commandes et tous les jours il y a des camions frigo, parce qu'on a du chocolat, il ne faut pas qu'il fonde. On est avec un camion en plein soleil, et donc ils viennent chercher nos commandes et puis qui les dispatchent dans toute la France.
Bon, mais c'est vraiment très intéressant tout ça. Alors Rémi, toi, tu es très très engagé dans ta vie de tous les jours pour le développement de la bio, plus particulièrement aussi pour le développement de la bio dans le Gers. Tu as eu l'idée de créer en 2012 un jardin de cocagne à Florence. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors la bio, j'ai travaillé dans une boîte de bio avant, puis j'ai encore plus découvert grâce au commerce citadin, parce que nous chez Etikable, on a 8 agronomes, et quand on a des agronomes qui sont dans le monde entier, qui nous expliquent les problématiques du dérèglement climatique, et c'est vraiment, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Donc il faut absolument développer la bio, parce que 1/3 du réchauffement climatique est dû à l'agriculture et l'élevage intensif aujourd'hui. Alors qu'on sait qu'on pourrait produire autant en bio, on le sait maintenant. C'était juste un gros mensonge après la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a dit qu'il faut nourrir la planète, il y a des gens qui ont dit oui, mais on ne pourra pas nourrir la planète en bio. Ben oui, évidemment, parce qu'en agriculture bio, on n'avait rien à lui vendre. Il garde ses propres semences, il fait son compost, il fait son purin d'ortie, on n'a pas de produits à lui fourguer, donc on va dire que ça ne marchera pas. Donc il faut absolument passer dans un système où on va lui vendre les semences, les engrais, les pesticides, etc. Et malheureusement, en fait, ça ne sert à rien, ça flingue la planète gravement. 1/3 du réchauffement climatique, je répète, pour un truc qu'on peut produire autant en bio, en fait, même plus. Moi, je vois, on a eu les chiffres au Honduras l'année dernière. Les coopératives avec qui on travaille en commerce équitable et en bio, leur production était 15% au-dessus du niveau moyen de la production de café au Honduras, de café chimique avec plein d'engrais chimiques, etc. Donc, on peut y arriver, simplement c'est une agriculture autrement. C'est différemment, c'est pas un champ monoculture de 2000 hectares. Ce sont justement, ça demande plus de main-d'œuvre. Ah bah oui, mais c'est con, non, c'est pas comme si on avait beaucoup de monde qui faisait la queue chez Pôle emploi. Non, c'est une bêtise. Il faut continuer à faire l'agriculture chimique, continuer à pourrir la santé des paysans, les nappes phréatiques, la planète, et continuer à laisser les gens au chômage. Ouais. C'est une belle vision d'avenir aujourd'hui, malheureusement. Et en fait, c'est quoi ? Ce sont des lobbies qui protègent ces vendeurs de semences pour continuer à faire pareil. Et puis comme ça fait très longtemps et que les grands-parents de nos agriculteurs actuels ont été élevés comme ça, avec cette nouvelle agriculture à l'époque qui était moderne et qui était bien, qui amenait du bien, mais on ne voyait pas les effets néfastes. C'est vachement difficile d'en revenir. Voilà. Donc moi je suis effectivement un grand militant de la bio aujourd'hui, parce que c'est crucial pour l'avenir de notre planète. Et puis je suis aussi militant du social dans notre monde. Et en fait j'avais découvert, j'étais un des cofondateurs du mouvement des entrepreneurs sociaux. C'est un groupement de chefs d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et il y avait le fondateur des jardins de cocagne qui a créé, donc ce sont des chantiers d'insertion. Il a créé ça il y a 30 ans, et il y en a à peu près 120 aujourd'hui en France. Et un chantier d'insertion, ça permet à des gens qui sont sortis vraiment de l'activité économique conventionnelle, parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur vie, des accidents dans leur vie, que ce soit physiques, moraux, des problèmes de violence conjugale, des problèmes d'addiction, etc., ou des étrangers qui ne parlent pas français. Et en fait, on les récupère dans des chantiers d'insertion, comme le jardin de cocagne, et pendant une période de 1 an, 2 ans, pendant lesquels ils peuvent éventuellement faire des formations, se remettre au niveau, pour après essayer de retourner travailler dans des entreprises conventionnelles. Et le jardin de cocagne, il produit des légumes bio. À Florence, on a acheté un terrain de 6 hectares. Dessus, on a mis des serres. Et c'est du maraîchage biologique. Et donc, il y a à peu près une centaine de personnes à Florence et dans les environs qui sont abonnés à un panier de légumes bio toutes les semaines. Donc, ils ne choisissent pas leurs légumes. Et du coup, ça permet de faire vivre cette activité. On a aujourd'hui une quinzaine de personnes, de jardiniers sur le jardin de cocagne. Depuis 10 ans, ça fait 10 ans là, qu'il a été créé, ce jardin. Ça fonctionne bien. Et on vient de développer, on va passer à une vingtaine de personnes, en plus avec les encadrants en plus, puisqu'on vient d'avoir avec le plan de relance, on a eu la possibilité d'acheter 3000 m² de serres supplémentaires. On va pouvoir agrandir la production. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et on produit d'ailleurs certains produits, on est en train de faire des productions pour des boîtes de Florence. Le jardin de cocagne produit du radis noir qui après est utilisé par Florence Nature pour faire ses produits. Le jardin de cocagne produit des cornichons bio pour une autre entreprise florentine, les Vergers de Gascogne, qui veut relancer la filière cornichons. Il est venu voir, il a pensé à un cornichon, il est venu voir tout de suite le patron, il a pensé à moi, ça m'a fait plaisir. Non, c'est une très belle initiative, oui. Très belle initiative. Donc je voudrais qu'on parle maintenant du projet ambitieux, engagé et éco-conçu qui a vu le jour il y a très peu de temps à Florence. Il s'agit bien sûr de la chocolaterie. C'est un pari fou que vous avez relevé. On va donc avoir du chocolat bio et étiquable
et équitable, fabriquée dans le Gers. J'aime bien ton lapsus. Oui, c'est pas facile. Alors, hein. effectivement. Alors, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, Etikable en tout, on a à peu près 200 produits, donc on ne pouvait pas au départ, quand on s'est créé, avec nos petits sous, en même temps construire une usine de chocolat, une usine de jus de fruits, une usine de café, une usine de thé, etc. Donc nous, ce qu'on savait bien faire, c'était les filières, travailler avec des coopératives de petits producteurs. C'était la commercialisation. Au départ, aller convaincre les magasins par un en direct, et puis ensuite aller convaincre les centrales d'achat. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des référencements nationaux. Mais après, la partie fabrication, on était obligé de sous-traiter à des PME qui fabriquaient pour nous. Alors la partie café, on l'a intégrée déjà il y a quelques années avec la reprise en scope de Café Michel, qui aujourd'hui fabrique nos cafés. C'est une scope qui est à Bordeaux, à côté de Bordeaux, à Pessac. Et c'est aujourd'hui eux qui fabriquent les cafés Etikable. Du coup, ils bénéficient aussi de l'expertise d'Etikable avec les agronomes sur le terrain pour aller sourcer les cafés qu'ils achètent aux coopératives. Donc il y a un bon échange. Et puis le chocolat, aujourd'hui, c'est devenu 40% de nos ventes. On a fait plus de 10 millions de tablettes l'année dernière qu'on a vendues. Avec un niveau comme ça de nombre de produits vendus, on pouvait investir dans un énorme investissement qui est une chocolaterie. Puisque jusqu'à présent, donc on achetait les fèves directement aux producteurs, mais on les livrait dans une usine qui est en Italie, qui a accepté de fabriquer du chocolat avec nos recettes, avec tous nos ingrédients. C'est nous qui livrons dans cette usine les ingrédients. Donc ils sont juste, c'est leur unité de fabrication pour couler les tablettes et fabriquer le chocolat, mais ça a toujours été nos ingrédients. Donc on a relocalisé dans le Gers pour créer des emplois. Donc il y a eu déjà une quinzaine d'emplois qui ont été créés à Florence, et à terme il y en aura une trentaine sur le projet chocolaterie. Voilà. C'est un gros projet parce qu'en tout on a fait une levée de fonds de 20 millions d'euros, 16 millions d'euros pour la chocolaterie, donc, et puis tout le bâtiment de 5000 m² qui va autour. Et vous avez eu des aides particulières justement Ouais, mais pas tant que ça. En fait, une PME, quand elle crée un projet industriel, elle va pouvoir avoir jusqu'à 25% d'aide. Et en fait, on n'est plus une PME, on a tellement grossi qu'on est devenu ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Et donc, sur l'ensemble du projet, on n'aura eu que 5% d'aide, que 5%, c'est déjà pas mal. Il y a eu à peu près 700 000 euros de la région, mais sur des projets justement, parce qu'on va créer des emplois, et puis parce qu'il y a eu l'appel à projet No Watt. Parce qu'on essaye de faire un bâtiment, personne ne fait tout entièrement bien, on essaye de faire le moins mal possible, et donc dans la conception du bâtiment on a fait le choix d'utiliser des matériaux, de l'énergie verte. Alors évidemment, effectivement, il va y avoir des panneaux solaires sur le toit de l'usine. En attendant, on s'est raccordé à Enercop. Enercop, c'est une autre entreprise coopérative d'intérêt collectif qui fournit que l'électricité verte. Et ensuite, on a fait aussi comment ça s'appelle, les murs sont en terre crue. L'ossature de l'entrepôt, c'est une ossature bois. On n'est pas habitué à ça. Ce sont souvent vraiment des poutres en métal qu'on a, en acier qu'on a dans ces gros entrepôts, surtout 5000 m² d'entrepôt comme ça. Voilà, on a essayé de faire au mieux pour être le moins impactant possible vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la planète, avec ce projet. En tout cas, c'est un très très beau bâtiment, félicitations. Alors, quels sont vos objectifs à court et moyen terme pour la chocolaterie ? Là, on a commencé à fabriquer depuis le mois de juin. L'objectif, c'est de récupérer à peu près 80% des 10 millions de tablettes de chocolat qu'on fait aujourd'hui en Italie. Ça va permettre d'accueillir du grand public, des écoles. Il y a beaucoup souvent des profs qui nous contactent parce qu'ils veulent faire venir visiter avec leur classe. Donc là, ce sera possible, ce sera gratuit. C'est un parcours pédagogique où on va pouvoir longer les salles de production à travers des vitres, les salles de production de l'usine, pour voir comment se fabrique le chocolat. En plus, ça va être expliqué. On va pouvoir expliquer la culture de la fève du cacao, l'agroforesterie tropicale. Justement, ce ne sont pas des champs de cacao en plein soleil. Les cacaoyers, en Amérique latine, ils poussent sous les grands arbres. Il ne faut pas couper les grands arbres, justement, pour produire. C'est sous les grands arbres, donc à l'ombre des grands arbres. Donc, il n'y a pas besoin d'arroser, il n'y a pas besoin de mettre... C'est l'humus de la forêt qui sert d'engrais. Vous savez, quand vous marchez dans la forêt, ça fait crunch. Vous savez, la terre, elle est noire, elle est molle, mais en fait, c'est les feuilles qui pourrissent, tout ça, c'est l'humus. Bon, c'est ça. L'écologie, c'est une agriculture qui préserve la planète, les arbres, la forêt, et qui pousse justement avec la forêt. Tout ça, on va pouvoir l'expliquer aux gens qui vont venir visiter la chocolaterie. On expliquera aussi ce que c'est qu'une SCOP, l'économie sociale et solidaire, le commerce équitable.
Il y aura aussi une dégustation de chocolat, il y aura aussi une boutique. Et on s'est dit, voilà, plutôt que de faire payer 5 euros l'entrée, on va faire gratuit. Puis comme ça, les gens avec leurs 5 euros, ils repartiront avec 2 tablettes de chocolat. Ce sera encore mieux, tout le monde sera content. Voilà, c'est le projet et ça ouvrira à peu près normalement fin janvier 2022. C'est super, en tout cas, on a hâte de venir visiter. Alors en plus de ce beau et gros projet, Rémi, toi, quels seraient tes prochains objectifs professionnels et ou personnels, hein, tu peux nous parler des deux. Moi, je suis pour la transformation de la planète, pour le sauvetage de la planète, pour qu'on sorte de cette économie qui est tournée que sur le profit et qui fait qu'on est en train de flinguer vraiment les possibilités de vivre de toutes les générations futures. On ne parle même pas que de nos enfants ou de nos petits-enfants, c'est super grave ce qui arrive. Donc moi, mon projet, là, maintenant que j'ai découvert, j'ai compris tout ça, c'est d'être vraiment un acteur de la transition écologique. Je trouve que je suis plus efficace en étant à ma place là où je suis, en ayant créé Etikable, en essayant de le développer. Je suis président aujourd'hui des Scopes de Midi-Pyrénées. Cette semaine, je suis allé intervenir par exemple à l'école de commerce de Toulouse. Ils avaient fait un truc super qui s'appelle la fresque du climat, une formation à tous les nouveaux, la promotion des 300 élèves de première année. La fresque du climat, c'est une formation de 2 heures en fait, où on s'amuse à mettre dans l'ordre des cartes où dessus il y a des chiffres. En fait, c'est juste les chiffres du GIEC. Mais comme personne ne lit ce rapport de 10 000 pages du GIEC, qui est écrit quand même par tous les plus grands scientifiques de la planète, et qui est catastrophique, ça permet vraiment de se rendre compte, quoi. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir après pendant 1 heure avec eux pour leur donner des pistes, en leur montrant qu'on peut faire autrement, que ça existe. Voilà, nous, l'idée, c'est qu'Etikable, ça soit par exemple une piste pour montrer qu'on peut faire autrement, on n'est pas obligé de faire que de l'agriculture productiviste, de faire que de rechercher uniquement du profit, on n'est pas obligé de... Et donc, on peut faire autrement, et c'était ça. L'idée, c'est ça. Donc, j'étais là pour leur remonter le moral et pour leur montrer qu'on peut faire autrement et qu'ils y pensent chaque fois, partout où ils seront dans leur boîte, d'essayer de faire transformer la planète, enfin transformer l'activité économique en pensant à la planète, quoi. Arrêter de faire que du profit à court terme, qui pensent à aller voter aussi. C'est là où la démocratie, si on avait, vous vous rendez compte le nombre de gens qui vont pas voter en se disant ça sert à rien, mais si au moins tous ces gens-là, s'ils pensaient à leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, qui vont venir les voir un jour en leur disant mais Pépé, qu'est-ce que tu as fait toi, tant qu'il était encore temps? Ah bah je suis pas allé voter parce que j'étais allé à la pêche. Ah bah oui, c'est malin. Alors que si on avait rien que la moitié de ces gens qui s'abstiennent, qui allaient voter pour une liste vraiment écologique, bah ça mettrait au pouvoir des écologiques qui prendraient en priorité des décisions écologiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus important de ça aujourd'hui ? Je veux dire, quand on se rend compte les millions de gens qui vont souffrir pendant des générations et des générations, tout l'avenir de la planète à cause de nous, c'est pas possible de pas faire quelque chose. J'essaie d'être un acteur. Je pense que je suis plus efficace en étant dans l'économie que si je me lançais en politique, parce qu'on me demande souvent, parce que comme je parle beaucoup, on me dit tiens, tu pourrais faire la politique. Mais je pense que je serais pas. Enfin, c'est compliqué la politique, c'est des trucs où je crois pas que j'y arriverai. Je suis un peu trop franc. Je pense que j'aurais du mal à faire des concessions qu'il faudrait faire. Donc j'essaye d'être actif et de montrer, par ce qu'on fait, qu'on peut faire autrement. Voilà. Très inspirant ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais nous partager du coup 1 ou 2 actions que tu réalises dans ton quotidien pour mieux protéger notre planète ? Il y a plein d'actions. Enfin, je veux dire, chez Etikable, évidemment, on ne prend pas l'avion pour les trajets. Moi, je monte à Paris pratiquement toutes les semaines. Mais évidemment, on le fait en TGV. Je prends le TGV à Agen, ça va très bien. Et je mets pratiquement pas plus de temps que si j'allais prendre l'avion. Voilà. Par contre, j'arrive pas toujours à bien faire. Je suis aussi coprésident d'Etikable Deutschland, puisqu'il y a aussi Etikable, c'est aussi diffusé aussi. Enfin, il y a eu une scope qui s'est créée en Allemagne, une au Benelux, et puis on travaille avec une coopérative aussi en Espagne. Bon, pour aller à Berlin, pour le moment, j'arrive pas à y aller en train, parce que chaque fois, il faudrait une journée entière aller-retour. J'arrive pas à le coller dans mon agenda. Bon, voilà, il faut que j'y travaille, il faut que je fasse des efforts là-dessus. On est en train d'essayer de convaincre nos commerciaux de passer en véhicule tout électrique. Donc ça, c'est compliqué aussi, parce que c'est des habitudes. Alors vous allez me dire, ils sont tous électriques aujourd'hui, mais bon, c'est que l'allume-cigare et les clignotants, donc ça suffit pas. Mais c'est vrai que les commerciaux, bon, ils sont toujours à la bourre, donc et voilà, c'est venir électrique, à être obligé de penser à charger sa voiture, ils craignent, donc il faut réussir à les convaincre. Voilà, chaque jour on essaie de réfléchir à ce qu'on peut faire pour être moins impactant pour l'environnement, pour l'écologie, puis pour les autres. Voilà, il y a plein de choses. Alors si on parle un peu de ta vie perso maintenant, quelles sont tes passions dans la vie ? Les passions... Le chocolat ? Le chocolat, pas spécialement, oui. Non, moi mes passions c'est mes enfants, je suis très fier de mes enfants, je suis très content, ils sont encore plus militants écolos que moi, ils sont même végétariens, donc ils ont même pris de l'avance, c'est très bien. Voilà, et puis ma passion c'est l'économie sociale et solidaire, c'est développer, c'est faire des choses qui ont du sens, et c'est la bio, c'est... Voilà.
C'est ça mes Ouais, passions. c'est très beau ce que tu dis. Alors pour la dernière partie du podcast, je vais te poser 5 petites questions un peu décalées pour terminer en beauté. Et pour mieux te connaître, tes réponses à ces questions seront filmées et les auditeurs pourront les retrouver sur la toute nouvelle page Instagram d'Au fil du Gers. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt, je flippe là, mais je suis prêt. C'est parti. Quel est le dernier film que tu as regardé ? Ah, c'est compliqué parce que moi en fait je regarde très peu de films, j'écoute beaucoup de musique en fait. De par mon passé dans une maison de disques. Alors qu'est-ce que j'ai regardé, le dernier film que j'ai regardé ? Évidemment, avec l'actualité, c'était un Belmondo ce week-end qui est repassé à la télé, donc j'ai regardé Cartouche. Voilà. Sinon, le film d'avant, c'était il y a des mois et des mois, c'était Au bonheur des ogres, en fait. Voilà. T'es plutôt salé ou sucré ? Alors moi, je suis plutôt salé, effectivement. Pourtant, oui, je travaille dans le chocolat, je sais, mais je ne suis pas très dessert, en fait. Quelle a été la plus grande décision de ta vie ? La plus grande décision de ma vie, il y en a eu deux, quoi. C'était je pense un jour, c'était de me marier. Et la deuxième décision, c'était de me marier avec mes potes pour créer Etikable et pour ce grand projet que je regrette absolument pas. Un mot pour décrire le Gers ? Ah bah le Gers, c'est le plus beau département du monde. C'est tout, hein. C'est simple. Et voilà, viendez-y, vous verrez bien. On est bien. C'est en même temps, il y a plein de choses parce que c'est le premier département d'agriculture biologique en France. Et en même temps, c'est le premier département qui achète le plus de pesticides. Donc voilà, on a les deux. C'est un grand département agricole et ce serait bien qu'on fasse plutôt développer la partie 1 que la partie 2, si on pouvait. Quelle est la dernière chanson que tu as écoutée ? Ah, la dernière chanson que j'ai écoutée, c'est un groupe québécois qui s'appelle les Cowboys Fringants. Et la chanson s'appelle Plus rien. C'est une chanson sur l'écologie aussi. Écoutez-la, vous verrez. Tu peux nous chanter l'air ? Alors, je ne vais pas le faire là aujourd'hui parce que j'ai mangé un chat dans ma gorge et non, je ne vais pas... Bon, merci beaucoup Rémi pour ce moment très agréable, très intéressant. J'ai appris plein de choses et le Gers peut être vraiment fier d'avoir une pépite comme Etikable sur le territoire. Je souhaite beaucoup de réussite à la nouvelle chocolaterie et je te dis à bientôt quelque part dans le Gers. Et oui, à bientôt. Allée du commerce équitable, puisque c'est la seule de France et qu'elle s'appelle comme ça. Elle a été baptisée ainsi par le conseil municipal de Fleurance, qui nous a toujours accueillis ici depuis 18 ans et on est très content d'être ici. Chers auditeurs, je m'adresse à vous maintenant. Si le podcast vous a plu, le meilleur moyen de nous le dire et qui va nous aider à le faire connaître, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur l'application iTunes ou sur votre plateforme d'écoute préférée, Deezer, Spotify, SoundCloud. Ça nous aide vraiment, alors on compte sur vous. À très vite sur Au fil du Gers pour connaître le nom de notre prochain invité. Je remercie les Échos de Coco, sans qui la réalisation de ce podcast n'aurait été possible.